Alors bonsoir à tout le monde. Donc bienvenue sur ce webinaire donc, qui est consacré à l'amyotrophie spinale, qui est une maladie neuromusculaire, pour lequel on a quelques actualités à vous annoncer presque en avant-première pour la fin de l'année 2025. Eh bien, je vais avoir le plaisir de modérer cette session. Donc, je suis le professeur Sylviane Guyenne, je m'occupe du service de neuropédiatrie du CHU de Lille. Et vont intervenir le docteur Jean-Baptiste Davion, qui est neurologue et neuropédiatre, et qui travaille en neuropédiatrie et en neurologie, et le docteur Sébastien Loubins, qui est pédiatre et neuropédiatre, également au CHU de Lille. Donc, ce webinaire est organisé par la plateforme Plémara, maladies rares, avec le soutien de Novartis et de Roche. Et donc, rapidement, le programme, eh bien, le docteur Jean-Baptiste Davion va vous présenter rapidement ce qu'est cette maladie, l'amyotrophie spinale, et le docteur Loubins, les nouveautés du dépistage néonatal qui va arriver très bientôt, et nous répondrons ensuite à vos questions. Donc, je laisse tout de suite la parole au docteur Davion. Merci. Donc, bonjour à tout le monde. L'objectif de ma présentation, c'est de commencer par le début en disant qu'est-ce que c'est que l'amyotrophie spinale, qu'est-ce que cette maladie. Et donc, je vais d'abord vous parler des mécanismes de la maladie et comment ils expliquent les symptômes de la maladie. Ensuite, je vous parlerai des traitements qui existent depuis 2017 et qui ont été une première révolution dans l'histoire de cette maladie. Et puis ensuite, de la deuxième révolution qui arrive, qui est le dépistage néonatal. On essaiera de comprendre pourquoi, dans quelle logique s'inscrit ce dépistage néonatal. Donc, on va commencer par parler des mécanismes de l'amyotrophie spinale. Donc, sur ce schéma, vous avez en haut le cerveau, en dessous la moelle épinière, et puis de la moelle épinière sortent les nerfs qui vont vers les différents muscles du corps. Et des muscles, on en a qui servent à plein de choses. On en a pour avaler les aliments, pour respirer, pour bouger les bras et les jambes et pour se tenir droit. Et ces muscles, pour pouvoir être fonctionnels, donner leur fonction, ils ont besoin d'être commandés par le cerveau et la moelle épinière, et ça se fait par des neurones moteurs que vous voyez ici sur ce schéma, en bleu et en rouge. Les neurones moteurs que vous voyez en rouge, pour survivre, ils ont besoin d'une protéine qui s'appelle SMN. SMN, c'est survie du neurone moteur en anglais, et c'est une protéine qui est complètement essentielle à leur survie. Cette protéine, elle est produite par deux gènes qui sont situés sur les chromosomes 5. Alors, on a deux chromosomes 5, un qui vient de notre père et un qui vient de notre mère. Et les gènes qui produisent la protéine SMN, ils s'appellent SMN1 et SMN2. Alors, c'est des gènes qui ont quelques différences. Le gène SMN1, c'est lui qui produit la majeure partie de la protéine SMN. C'est pour ça qu'il y a une grande flèche rouge sur le schéma. C'est la principale source, alors que SMN2 en produit très peu. Une autre différence entre ces deux gènes, c'est qu'ils ne sont pas dans le même nombre de copies. Le gène SMN1, on en a un sur chaque chromosome 5. Donc, comme on a deux chromosomes 5, on a deux gènes SMN1 pour chaque individu. Alors que le gène SMN2, il est présent en un nombre variable de copies. Donc, on peut en avoir 1, 2, 3 copies par chromosome, ce qui fait qu'au total, on a un nombre variable de copies du gène SMN2. Il y a une personne sur 50 dans la population générale qui n'a pas une des versions du gène SMN1 sur leur chromosome 5. Il leur manque une version du gène SMN1 et ils vivent complètement normalement parce qu'ils ont un gène SMN1 sur l'autre chromosome 5, ils ont les gènes SMN2 et les gènes qui restent produisent une quantité suffisante de protéines SMN pour que les neurones moteurs survivent sur le long terme et restent fonctionnels. L'amyotrophie spinale, elle survient lorsque une personne naît avec une anomalie dans les deux gènes SMN1 qui empêchent ces gènes de produire de la protéine SMN. Comme c'est la principale source de protéine SMN, quand ils ne sont plus là, il n'y a plus que SMN2 qui produit. Donc du coup, quand il n'y a pas de gène SMN1 sur les deux copies du chromosome 5, et du coup, il y a une grosse diminution de la production de protéines SMN puisqu'elle est produite uniquement par le gène SMN2. Et donc du coup, dans cette situation-là, les neurones moteurs en rouge se retrouvent privés de la protéine SMN, privés de leur facteur qui leur permet de survivre, et donc ils se mettent à mourir progressivement et à ne plus pouvoir commander les muscles. Et donc du coup, il y a des problèmes de commande des différents muscles du corps, et donc les muscles qui servent à avaler ne sont plus commandés, ce qui donne des problèmes de déglutition. Les muscles qui servent à respirer ne sont plus bien commandés, ce qui donne une insuffisance respiratoire. Les muscles qui servent à bouger les bras et les jambes ne sont plus bien commandés, donc ça donne une paralysie avec des muscles qui fondent, une amyotrophie.
et puis les muscles qui servent à se tenir droit au niveau du dos ne sont plus commandés, et donc ça donne une scoliose, une déformation du dos. Et donc sur ce schéma-là, vous voyez en fait toute l'explication de la maladie. Il manque les gènes SMN1 qui produisent beaucoup de protéines SMN. Donc du coup, il y a un manque de cette protéine pour les neurones moteurs. Or, cette protéine est essentielle à leur survie. Et donc du coup, ces neurones dégénèrent et ne commandent plus bien les muscles, ce qui donne une atteinte musculaire en fait diffuse au niveau de l'intégralité du corps. Et donc c'est ça qui explique les signes qu'on voit chez les patients. Les patients qui ont cette maladie, ils ne se tiennent pas bien droit, ils peuvent installer des déformations du dos avec une scoliose. Ils développent progressivement un déficit moteur, une perte de force, et puis installent une paralysie au niveau des bras et des jambes. Ils installent des difficultés respiratoires qui peuvent menacer leur vie, leur pronostic vital. Et puis, ils ont des difficultés à déglutir, à s'alimenter, liées au fait que les muscles de la déglutition ne sont pas bien commandés, et ça peut donner une dénutrition, comme vous voyez chez cette petite fille. Donc, c'est la conséquence de la perte des neurones moteurs qu'on voit chez les patients. Et ce que vous pouvez voir sur la photo, et aussi en fonction des signes, c'est que c'est plutôt une maladie grave. Alors, la gravité de la maladie, elle peut être variable. Il y a différentes sévérités de patients. Donc la maladie, elle peut débuter extrêmement tôt, comme vous voyez sur la petite fille sur l'image de gauche. C'est ce qu'on appelle l'amyotrophie spinale de type 1. Dans ces cas-là, la maladie débute avant l'âge de 6 mois, avant l'âge auquel on est censé tenir assis. Et donc du coup, ce sont des enfants qui n'arrivent jamais à s'asseoir, qui ont un handicap extrêmement important au niveau des bras et des jambes, et qui ont de grosses difficultés respiratoires et pour s'alimenter. Il y a une forme un petit peu moins sévère où la maladie débute un petit peu plus tard, entre 6 mois et 1 an. Donc ce sont des enfants qui arrivent à tenir assis, puisque c'est ce qu'on arrive à faire à 6 mois normalement, et puis ils installent les signes de la maladie, et ça leur empêche de se tenir debout et de marcher, ce qu'on fait généralement vers 12 mois. Et puis il y a une troisième forme qui est encore un peu moins sévère, qui débute après l'âge de 1 an, après l'âge d'acquisition de la marche. Donc ce sont des enfants qui marchent et puis qui installent progressivement une faiblesse, notamment au niveau des bras et des jambes, et qui perdent leur capacité de marche progressivement. Alors, pour quelles raisons est-ce qu'on a une sévérité qui est aussi variable alors que c'est la même anomalie génétique chez tous les patients? Il y a une explication que je vais vous montrer maintenant. Donc, tous ces patients ont des anomalies dans le gène SMN1, mais ce qui peut les différencier, c'est le nombre de copies du gène SMN2. Je vous l'ai dit au début, le nombre de copies du gène, il est variable et il y en a plus ou moins selon les patients. Les patients qui ont peu de copies du gène SMN2 produisent du coup très peu de protéines SMN à partir de ce gène SMN2, donc une production résiduelle qui est très faible, et donc du coup ont leurs neurones moteurs qui vont dégénérer de manière très rapide et très précoce, et donc vont avoir des signes très sévères de la maladie. Chez les patients qui ont plus de copies du gène SMN2, il va y avoir une production qui va être un peu plus importante parce qu'il y a plus de copies du gène, et donc du coup la maladie va débuter un petit peu plus tardivement et être moins sévère, et ainsi de suite. Plus il y a de copies, plus la maladie va débuter tardivement et moins elle va être sévère. Donc c'est une des explications pour lesquelles la même maladie peut donner des présentations de sévérité extrêmement variables. Ces différentes sévérités provoquent des pronostics différents pour la maladie, et donc ce qui se passait avant qu'on ait les traitements, avant 2017, c'est qu'il y avait une évolution irrémédiable. Chez les patients les plus sévères, la forme de type 1, ils perdaient très rapidement leurs neurones moteurs, et donc ils installaient très rapidement des difficultés pour respirer, pour s'alimenter, et malheureusement, c'était des enfants qui décédaient systématiquement avant l'âge de 2 ans. Pour les formes un peu moins sévères de type 2, ils avaient un handicap qui s'installait rapidement. Ils avaient notamment des difficultés respiratoires qui étaient précoces et qui pouvaient également entraîner un décès précoce. S'il y avait une survie, c'était avec des signes respiratoires importants. Et pour les formes de type 3, après l'âge de la marche, il n'y avait pas trop de problèmes respiratoires, mais ils se dégradaient surtout au niveau de la motricité des membres. Et donc, c'est des patients qui étaient amenés à perdre la marche à un moment de leur vie. Donc on voit quand même que c'est une maladie assez sévère. Alors il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à avant 2017. C'est l'arrivée depuis 2017 de traitements médicamenteux qui, eux, permettent de ralentir la perte des neurones moteurs et donc d'éviter l'aggravation qui est liée à la perte de ces neurones moteurs. Donc comment marchent ces traitements qui sont arrivés en 2017 ? Ils marchent de la manière suivante. Le problème de la maladie, c'est qu'il manque de la protéine SMN, et donc à cause de ça, les neurones moteurs meurent de manière progressive. Et donc si on arrive à augmenter la quantité de protéines SMN, eh bien on limite la perte de ces neurones moteurs, on freine leur mort.
Et donc c'est comme ça que fonctionnent les traitements médicamenteux qu'on a actuellement. Donc on en a 3 qui existent, avec 2 stratégies un petit peu différentes. On a des traitements qui marchent sur le gène SMN2 qui permettent de produire plus de protéines à partir de ce gène-là. Donc on en a 2, c'est le nusinersen qui se fait en injection dans le bas du dos tous les 4 mois, et le risdiplam qui est un traitement qui se donne par la bouche tous les jours. Ces traitements agissent sur SMN2 pour augmenter la quantité de protéines SMN et limiter la mort des neurones moteurs. Il y a un traitement qui a une autre stratégie, c'est la thérapie génique. C'est un traitement qui permet d'apporter des copies d'un gène qui ressemble au gène SMN1, au gène qui manque, en le mettant dans un virus. On injecte ce virus qui porte le gène au patient en une fois, et donc ce virus va infecter les cellules du corps et déposer des copies du gène pour permettre que ces copies du gène produisent de la protéine SMN et limitent la perte des neurones moteurs. Donc c'est la même idée pour tous les traitements de limiter cette perte des neurones moteurs. Et on sait que ces traitements marchent et que quand ils sont mis, ils permettent significativement d'améliorer la fonction des patients et de limiter la perte de ces neurones. On ne sait pas actuellement, de manière certaine, s'il y en a un qui est plus efficace que les autres. Ils n'ont jamais été comparés directement entre eux. Ce qu'on sait également sur ces traitements, c'est que au plus tôt ils sont débutés, au mieux c'est. Alors ça, c'est pour une raison assez intuitive, si vous avez compris les mécanismes de la maladie et des traitements. Lorsqu'on met un traitement, on limite la perte des neurones moteurs pour les neurones qui sont encore en vie. Mais par contre, on ne fait pas repousser les neurones qui sont déjà morts. Et donc, du coup, au plus on traite tard, au plus il y aura eu de neurones moteurs qui seront morts. Et on permettra aux neurones qui restent de rester en vie, mais on ne fera pas repousser ceux qui sont morts. Et donc, du coup, le mieux, c'est de débuter le plus tôt possible ces traitements quand on diagnostique un patient. Alors, parfois, malheureusement, ce n'est pas possible et on arrive malheureusement déjà trop tard, ça arrive encore. Mais quand on pose un diagnostic, si il n'est pas trop tard, il faut débuter le traitement le plus tôt possible. Et donc, à la base de cette idée-là, avec cette idée-là, il y a eu un raisonnement qui a été de dire à quel moment, comment est-ce qu'on pourrait faire pour traiter le plus tôt possible ces patients. Et donc l'idée, c'est de se dire le plus tôt possible, c'est de les traiter avant la perte des neurones moteurs, dès que les patients naissent. Si on arrive à identifier ces patients dès leur naissance, on va pouvoir les traiter tout de suite, avant même qu'ils aient des signes de la maladie, et avoir des traitements qui vont être extrêmement efficaces. Et c'est dans cette idée-là qu'a été conçu le dépistage néonatal de cette maladie, qui a pour but donc du coup d'identifier ces patients qui vont développer cette maladie le plus tôt possible, de les traiter le plus tôt possible, et de les permettre de s'améliorer au maximum. Et donc c'est de ça dont on va parler dès maintenant en pratique avec l'organisation de ce dépistage néonatal. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vais passer la parole au docteur Loubens. Je pense qu'on fera toutes les questions. Oui, on fera les questions à la fin plutôt. Merci Jean-Baptiste. Donc comme a dit le docteur Davion, c'est que donc notre prise en actuellement, on prend en charge les patients alors que la maladie a déjà débuté. Donc il y a déjà eu cette perte de motoneurones. Et donc les traitements vont arrêter la destruction des motoneurones, mais les patients vont vivre avec un handicap qui va dépendre du nombre de motoneurones qui restent. Et donc les patients qu'on traite font des progrès moteurs, mais ont un retard important dans leur acquisition motrice, et la majorité d'entre eux ont une atteinte respiratoire et besoin d'un soutien nutritionnel et installent des déformations orthopédiques avec des scolioses précoces. Et donc pour améliorer cette prise en charge, on veut essayer de traiter avant que les symptômes apparaissent. Et donc au moment du développement des premiers traitements, il y a certains pays qui sont partis de cette idée, notamment pour le plus précoce aux États-Unis, et qui ont essayé d'instaurer un dépistage néonatal et pour traiter ces enfants dès le premier mois de vie, avant le début de symptômes pour la majorité d'entre eux. Et progressivement, il y a d'autres pays qui s'y sont mis, notamment en Europe. Il y a plusieurs pays qui s'y mettent depuis les années 2021-2022. Mais vous comprenez bien que dépister l'ensemble d'une
une population soulève des questions pratiques très importantes. Et en France, pour mettre en place ce dépistage, il a d'abord fallu changer la loi de bioéthique, où on n'avait jamais fait de test génétique pour un dépistage, on n'avait pas l'autorisation. Et donc, il a d'abord fallu changer cette loi. Ensuite, il a fallu vérifier la faisabilité pratique, et donc la Haute Autorité de Santé a d'abord demandé que ce dépistage fasse l'objet d'une étude de faisabilité. Donc ça a été fait dans 2 régions, en Nouvelle-Aquitaine et dans le Grand Est. Et donc ça a été débuté fin 2022, tout début 2023. Et donc cette étude a montré une très bonne compliance des maternités, une bonne organisation pratique, et ce nouveau dépistage a été accepté par la majorité des familles. Alors avec une petite vigilance, le taux de refus est un tout petit peu plus important que pour le dépistage néonatal qui se faisait jusqu'à présent. Il y a peut-être le fait qu'on fait un test génétique qui peut faire peur à certains parents, et puis il faut le consentement des 2 parents. Voilà, et devant les résultats positifs de cette étude, il y a une extension nationale qui a été autorisée et qui sera effective en septembre 2025. Voilà, on s'attend à dépister sur la France 110 nouveau-nés par an. Et donc du coup là je vous montre un peu le schéma qui a été réalisé par cette étude. Et donc du coup les nouveau-nés, ils sont dépistés donc par un test sanguin, donc le fameux test de Guthrie, en maternité, au 2e ou 3e jour de vie. Ce test est envoyé au centre de dépistage, et donc il y a une analyse génétique du gène SMN1 qui va prendre 7 jours pour avoir les résultats. Pour une histoire de faisabilité, le test génétique qui a été choisi ne va pas dépister 100% des patients atteints d'une atrophie spinale infantile. On s'attend à ce qu'il y a 5% qui ne soient pas dépistés avec cette technique génétique. Ensuite, lorsque le test est positif, il y a le centre de dépistage informe le centre de référence en maladie neuromusculaire d'où est né cet enfant, et donc du coup nous neuropédiatres, une fois qu'on est appelé par le centre de dépistage, on va joindre la famille par téléphone en disant qu'on est des médecins qui travaillent avec le centre de dépistage et que on doit les recevoir en consultation. Et donc lorsqu'on les reçoit en consultation, on prélève un nouveau test sanguin qui va confirmer le diagnostic, donc par une nouvelle analyse génétique, et on aura aussi donc le fameux taux de copie SMN2 dont je reviendrai tout à l'heure. Et donc en fonction de l'examen de l'enfant, en fonction du nombre de copies SMN2, on va y revenir. En concertation nationale, on va décider de si on fait un traitement, quel type de traitement on fait, et donc après on revoit la famille, et ce qui est souhaité, c'est qu'on traite l'enfant avant le 1er mois de vie. Et donc du coup, comme le disait le docteur Davion, ce qui est très dépendant de la gravité de la maladie, ça va être ce nombre de copies SMN2 résiduelles. Et donc on sait que les patients les plus sévères, donc les types 1, ils ont très souvent 2 copies SMN2. Et les patients qui ont 3 copies SMN2, ils ont un phénotype plus atténué. Donc c'est soit un type 2, donc des enfants qui ont acquis la station assise mais pas la marche, soit un type 3, donc des enfants qui ont acquis la marche. Et donc l'autorisation pour traiter ces enfants présymptomatiques va se faire pour le Spinraza et le Zolgen SMA. Donc il n'y a pas l'autorisation pour le traitement par la bouche, le risdiplam. Et donc ça sera principalement pour les enfants qui auront 2 et 3 copies SMN2.
Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, il y a des pays, donc notamment aux États-Unis, qui font ce dépistage depuis 2018, et donc ils ont publié des études pour voir un petit peu comment ces enfants traités ont évolué. Et donc, comme je vous dis, ça dépend beaucoup du nombre de copies de SMN2. Donc là, je vous présente les résultats d'une étude donc, de patients qui ont été traités majoritairement avant le premier mois de vie, qui ont 3 copies. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont un développement moteur qui est normal. Et ces patients ne développent pas, donc avec un suivi à 5 ans, ils n'ont pas d'atteinte respiratoire ni de soutien nutritionnel. Alors, comme je vous ai dit, les 3 copies, ça peut regrouper à la fois des patients qui auraient un type 2, donc qui auraient été marchands, qui auraient tenu assis mais qui n'auraient été pas marchands, mais ça peut aussi regrouper des patients de type 3, donc qui auraient présenté des symptômes de façon plus tardive. Donc il faut interpréter ces résultats encore avec précaution. Et donc, l'évolution des patients qui ont 2 copies SMN2, eh ben, on se rend compte qu'au moment où on les examine, il y a certains patients qui peuvent présenter des petits signes de dénervation. Donc déjà des petits signes d'une atteinte, d'une perte de motoneurones, alors qui à ce stade-là ne se traduit pas par un retard moteur et pas par une hypotonie, mais chez certains patients on peut déjà avoir un manque de réflexe, et sur l'étude des nerfs en électroneuromyogramme, on peut voir déjà une atteinte au niveau de ces nerfs. Et donc c'est pour ça que c'est des patients qu'on appelle paucisymptomatiques, et c'est pour ça qu'un grand nombre de patients traités qui ont 2 copies, ils vont avoir un retard dans leur acquisition motrice, mais par contre l'évolution est nettement plus favorable que ce qu'on observe chez nos patients qu'on traite actuellement, parce qu'il y a une grande majorité de patients, 87% des patients qui vont à 2 ans acquérir la marche, même s'il y a eu un retard dans l'acquisition motrice. Alors il y a une autre vigilance chez ces patients, c'est que notamment chez les patients, donc comme je dis tout à l'heure, qui sont aussi symptomatiques, donc qui au moment de nos premiers examens, on se rend compte qu'il y a déjà une perte de réflexe et que les neurones fonctionnent un peu moins bien sur nos tests en électroneuromyogramme. Et bien ces patients ils sont à risque d'avoir quand même la nécessité d'un soutien respiratoire et nutritionnel. Et donc du coup, pour terminer, en conclusion, donc voilà, la vigilance qu'on va avoir sur ce dépistage, c'est que on aura des patients qui vont pas être dépistés, donc on devra toujours garder notre vigilance sur ces patients qui nous arrivent pour une hypotonie et une régression dans leur acquisition motrice. Que malheureusement, il y aura déjà des patients qui auront déjà une atteinte évoluée. Donc, c'est des patients qui vont se présenter à la naissance avec directement une hypotonie, des signes des rétractions. Et donc, ces patients, un traitement ne sera pas forcément réalisable. Que donc ces copies SMN2, donc avec ces patients qui sont paucisymptomatiques, et ben, ce que les études nous disent, c'est qu'ils deviendront symptomatiques, mais qu'on s'attend à une amélioration, une nette diminution du handicap par rapport à ce qu'on a actuellement. Et que voilà, l'évolution nous dira si pour les 3 copies SMN2, on pourra dire que ce sont des patients qui sont guéris de l'amyotrophie spinale. Donc c'est ce qu'on espère. Et donc le dépistage dépistera aussi des patients qui seront finalement des types 3, donc qui auront 4 copies SMN2, et en fait ces patients n'ont pas du tout la même histoire, la même évolution. C'est des patients qui n'ont pas de limitation de leur espérance de vie, et c'est des patients qui peuvent avoir des symptômes tardivement dans l'adolescence. Et donc ces patients-là, il a été choisi de ne pas les traiter au moment de la naissance, mais du coup ça soulève d'autres problématiques. Il va falloir qu'on organise une surveillance attentive de ces patients. Et puis voilà, pour tous ces patients, il va falloir surveiller leur évolution à long terme. Et donc, comme disait le docteur Davion, le dépistage néonatal est bien une révolution dans l'amyotrophie spinale infantile, mais il y a encore de nombreuses questions et de nombreuses améliorations de notre prise en charge qui sont encore à réfléchir avant de conclure qu'on a totalement guéri l'amyotrophie spinale infantile.
Eh bien, merci beaucoup, Sébastien.